Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons traiter la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de l'ONU. Avant d'analyser cette convention et de l'étudier, je souhaiterais qu'on s'arrête un petit moment sur le terme enfant. L'enfant, alors l'enfant, c'est l'enfant correspond à une tranche d'âge qui, en termes juridiques, a renvoyé à l'idée d'un acteur ne disposant pas des capacités suffisantes pour être un sujet du droit, c'est-à-dire une personne juridique certes, mais ne disposant pas encore de toutes les capacités. Mais avec l'évolution de la conception juridique, et notamment l'évolution du droit international en la matière, va beaucoup révolutionner les attitudes des juristes par rapport à cette tranche, à cette catégorie de personnes que sont les enfants. Le droit international, à partir des années 60, va à une nouvelle perception, va entreprendre une nouvelle perception de l'enfant qui n'est pas censé être que nourri, protégé, mais doit être perçu comme un acteur de la société possédant des droits propres qui doivent être respectés. Et donc, c'est ainsi que les choses ont pu changer grâce à un texte révolutionnaire qui est la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989 et qui va marquer un tournant décisif par rapport à la question de l'enfant. En fait, cette convention, elle est la consécration de plus de 60 années d'efforts et de négociations. Je rappelle que la Première Guerre mondiale va laisser des millions d'orphelins. Et après cette Première Guerre mondiale, en 1924, il y a eu un premier texte relatif à cette catégorie d'individus que sont les enfants. Et ce premier texte va prendre le nom de Déclaration de Genève. Cette déclaration a été adoptée par la SDN, Société des Nations, à l'époque. Et la Société des Nations, elle a existé avant les Nations Unies. Elle a échoué et suite à son échec, elle va être remplacée par la suite par les Nations Unies. Alors, l'avantage de cette déclaration de Genève, ce texte universel conclu dans l'enceinte de la société, la SDN, la Société des Nations. Alors, ce texte, son avantage, c'est qu'il reconnaît et qu'il affirme pour la première fois l'existence de droits spécifiques aux enfants, ainsi que la responsabilité des adultes à leur égard. Et donc, il faudra attendre des effets désastreux de la Seconde Guerre mondiale pour les enfants et les familles des enfants, pour adopter une déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies en 1948. Et à ce moment-là, la déclaration de Genève, qui est juste un texte déclaratoire, va être considérée comme insuffisante. En 1959, les droits des enfants va se trouver surdoté par une nouvelle déclaration des droits de l'enfant qui va être adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ce texte, cette déclaration, qui est un texte déclaratoire, va définir en 10 principes les droits de l'enfant et va faire des enfants de véritables sujets du droit. Mais l'inconvénient de ce texte, c'est qu'il n'a pas de valeur contraignante. Les États
qui l'ont signée ne sont pas obligés de l'appliquer. Ce n'est pas une résolution, ce n'est pas un traité, c'est juste une déclaration. Mais ça n'empêche qu'il a constitué une référence pour le bien-être de tous les enfants. Et donc en 1968, la Pologne va proposer un projet de convention, c'est-à-dire un instrument international contraignant qui va engager les États qui l'ont ratifié. Donc la Pologne propose une convention des droits de l'enfant aux Nations Unies, se basant sur justement le texte de la déclaration de 1959. Et donc la convention, le traité, donc une convention qui est un traité relatif aux droits de l'enfant est finalement adopté le 20 novembre 1989. Et c'est un texte qui a essayé de mettre en symbiose plusieurs, qui est en fait la consécration de plusieurs débats entre plusieurs pays, différentes cultures, des niveaux économiques, des systèmes politiques différents, mais qui ont réussi à se mettre d'accord sur un texte définitif. Donc déjà dans l'article 1 de la Convention de 1989, l'article 1 énonce que pour la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Donc, normalement, ce texte-là, c'est un traité qui concerne toutes les personnes qui ont entre 0 et 18 ans, qui sont définies comme enfants. Alors, l'idée, c'est que les États, dans certains États, l'âge de l'enfance ne s'étale pas de 0 à 18 ans, soit que parfois, dans certaines législations, l'âge de l'enfance va au-delà de 18 ans, parfois moins de 18 ans. Donc ça, c'est ce que nous allons voir dans les différentes législations. Nous allons les voir de façon différenciée. Donc le principe, c'est que les États parties, c'est-à-dire les États qui ont signé, ratifié la Convention, s'engagent à la respecter, à la faire respecter via des lois, via des bonnes pratiques, des attentions spéciales à tous les enfants et les jeunes sans distinction. Alors la Convention, l'idée de base de la Convention est que pour bien grandir et se développer, chaque enfant a le droit de profiter de son enfance, qui doit idéalement être une période de jeu, de découverte, d'apprentissage et d'initiation à la vie individuelle ou à la vie collective et sociétale. En fait, la Convention va comporter 54 articles. Ils garantissent des droits, mais établissent également des principes généraux. Normalement, les plus importants droits sont regroupés en 3 grandes catégories, selon qu'ils concernent le droit de l'enfant d'être protégé, ou bien le droit d'être aidé, soigné, éduqué, et le droit pour l'enfant d'être entendu sur les questions qui le concernent. C'est pour ça que certains auteurs parlent des 3 P, protection, prestation et participation. Ici, il est important d'avoir à l'esprit que les droits de l'enfant sont indivisibles et interdépendants, ce qui signifie qu'il n'y a pas un droit plus fondamental, plus essentiel qu'un autre. En d'autres termes, il n'existe pas de hiérarchie entre les droits de l'enfant. Donc la Convention doit être lue comme un tout. Chaque article doit être compris à la lumière des autres et de l'ensemble de la Convention, et ils ne peuvent être considérés séparément. Par exemple, le droit au loisir, article 31, le droit de jouir du meilleur état de santé possible, article 24, le droit à l'éducation, article 28, ne peuvent être correctement mis en œuvre si l'enfant ne bénéficie pas d'un niveau de vie suffisant, article 27. On dit aussi que d'ailleurs, à cet égard, il faut savoir que la Convention, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les enfants sans discrimination d'aucune sorte, en tout lieu,
en tout moment. Certains droits sont considérés comme d'ailleurs transversaux. Ils traversent toute la Convention et surtout concernent tous les enfants, quelle que soit leur situation. On les considère comme des droits transversaux. Bien. Alors, dans l'article 3, il est envisagé l'intérêt supérieur de l'enfant. L'idée est que lorsque l'on prend une décision qui concerne un enfant, par exemple au sujet de sa vie, de sa famille, de sa santé ou de son éducation, il s'agit d'abord et avant tout de penser à lui et à son intérêt propre, et pas celui de ses parents, de l'école, de la commune, de la société. La non-discrimination prévue à l'article 2 et la participation à l'article 12 comptent aussi parmi les principes fondamentaux de la Convention. Alors, dans un deuxième P, il y a la protection. Alors, l'enfant a le droit d'être protégé. Donc, les droits de protection concernent principalement l'intégrité physique et mentale ou psychologique de la personne. Autrement dit, pour le respect de son corps, de ses pensées, ses valeurs et avis. Par nature, les enfants sont fragiles et dépendent fortement et intrinsèquement des adultes, car ils sont encore en construction, physiquement, intellectuellement et affectivement. Il est donc important qu'ils grandissent dans un environnement protecteur leur permettant de vivre en sécurité et dignement, c'est-à-dire d'une façon qui soit respectueuse à tous les niveaux. Donc, les premiers responsables de la protection de l'enfant sont d'abord les parents, mais aussi, de façon prioritaire aussi, l'État dans lequel l'enfant est né ou dans lequel il vit. Chaque adulte doit veiller à prendre soin de l'intégrité physique et psychologique de l'enfant et l'État doit agir de manière responsable et proactive, c'est-à-dire en prenant des initiatives de manière préventive, par exemple, pour garantir cette protection pour chaque enfant. Les droits à la protection sont différents, sont diversifiés, sont multiples, ils sont pluriels. Alors, il y a la vie, le droit à la vie, à la survie, au développement, l'article 6. Il concerne également le droit à la non-discrimination. Tous les enfants sont égaux, même s'ils ne sont pas nés identiques, article 2. D'ailleurs, on considère que ce droit il est transversal. La protection contre toute négligence ou violence, quelle que soit physique, psychologique, sexuelle, et peu importe quel que soit le fait ou non de membres de la famille, article 19. Il y a aussi la protection contre toute forme d'exploitation, l'article 32, que l'exploitation soit d'ordre économique, sexuel, liée à la traite des êtres humains, par exemple enlèvement, trafic, ou que l'exploitation soit liée à des activités de criminalité forcée, par exemple vol, drogue, ou qu'elle soit liée à des conflits armés, par exemple enrôlement des enfants. Et la Convention attire en particulier l'attention sur la protection que nécessitent les enfants les plus vulnérables, notamment les enfants en situation de pauvreté, les enfants migrants, les enfants porteurs de handicap, les enfants malades, hospitalisés, ou dont les parents le sont, les enfants privés de leur milieu familial, et les parents en conflit avec la loi. Il arrive que l'on parle à ce sujet d'enfants de catégorie, ce qu'on appelle de groupes vulnérables. Au-delà de leur spécificité, il n'est pas rare que l'on trouve des points communs chez ces enfants. Ainsi, en moyenne, par rapport aux enfants qui ne sont pas inclus dans l'une de ces catégories, ils ont quelque chose de très, ils ont des similitudes qui les rassemblent en termes de protection. Voilà, donc
Dans cette section audio, nous allons continuer de développer l'axe relatif à la Convention internationale sur le droit de l'enfant. Et là, on continue le développement des droits relatifs à la protection de l'enfant. Alors, on avait expliqué dans la séquence audio précédente que les enfants, certains enfants sont catégorisés, sont regroupés dans une catégorie appelée catégorie des enfants plus vulnérables. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont plus de risques d'être séparés de leur famille, plus de risques d'être placés ou enfermés. Ils présentent une moins bonne santé et ont moins accès aux soins et aux services de santé. Ce sont des enfants qui ont plus difficilement accès à l'éducation, problèmes de déscolarisation, problèmes d'orientation, parfois abusifs vers l'enseignement spécialisé. Ce sont des enfants qui ont plus difficilement accès aux loisirs, aux activités sportives et culturelles. Ils sont susceptibles d'être victimes de violences. Ils disposent encore moins que les autres d'un réel droit à la participation. Ils sont également souvent oubliés des statistiques. Et ce qui rend un peu difficile de mettre en place des politiques et des pratiques adaptées à ces enfants. Ça ne veut pour autant pas dire que tous les enfants des catégories que nous venons de citer connaissent une ou plusieurs de ces difficultés, ni qu'un enfant ne vivant aucune de ces situations ne vit pas, malgré tout, dans un contexte fragilisant. Mais le risque que les droits de ces catégories d'enfants et donc leurs besoins en tant qu'enfants ne soient pas respectés est beaucoup plus grand. Donc ce sont des enfants qui supposent plus de protection et plus de protection, vu que le risque de vulnérabilité chez eux est beaucoup plus grand par rapport aux autres enfants. Alors, dans cette deuxième catégorie de droits, on avait expliqué qu'une première catégorie de droits est composée de droits de protection. Une deuxième catégorie de droits réunit des prestations, de la part, bien sûr, de l'État. Et dans ce cadre, dans le cadre de cette rubrique, nous regroupons tous les droits, par exemple le droit d'être aidé, le droit d'être soigné, le droit d'être éduqué. Je rappelle que pour pouvoir se développer au mieux, chaque enfant a besoin d'être accompagné, d'être soutenu par différentes personnes, mais également par divers services ou infrastructures. Et ce, tout au long de son enfance et de différentes manières, selon bien sûr les besoins de chaque âge et chaque enfant. On appelle ça les prestations. Et ces prestations, elles prennent différentes formes. Ça peut aller du soutien financier à la famille, ça peut comporter les soins de santé, l'éducation, donc tout ce qui est école, tout ce qui est formation. Ça peut concerner les loisirs, les prestations relatives à l'assistance juridique, si nécessaire. Là aussi, tous les enfants sont concernés. La Convention souligne que la famille est le premier lieu de vie de l'enfant, c'est-à-dire c'est son milieu naturel pour la croissance et son bien-être, et donc celui à partir duquel les aides et les services doivent être réfléchis et doivent être mis en place. Alors quand on parle d'une famille, ça veut dire le droit d'avoir un nom, la famille attribue un nom, une nationalité, mais aussi le droit de connaître ses parents et idéalement de vivre avec eux. Ça, c'est l'article 7 et 8. Alors, pour une raison ou pour une autre, ceci devient impossible pour des raisons de disparition, violence dans la famille, séparation après migration. Et donc, dans la mesure du possible, la Convention renvoie vers l'idée du droit d'avoir des contacts et d'entretenir des relations personnelles avec les parents, soit ensemble ou séparément. Dans l'article, c'est prévu à l'article 9 et 10. Sauf bien sûr si l'intérêt
sauf si bien sûr cette relation personnelle s'avère contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et pour évaluer cet intérêt supérieur, c'est une évaluation qui va se faire au cas par cas, car chaque situation est unique, donc il n'y a pas de standardisation de l'approche. D'autre part, il est essentiel pour tout enfant de bénéficier d'un niveau de vie suffisant, article 27, qui est nécessaire pour permettre un développement optimal de toutes ses capacités. À l'inverse, la pauvreté constitue un frein à tous les niveaux, alimentation, logement, santé, enseignement, loisirs, participation, etc. Donc, dans le cadre des prestations, tout enfant a également le droit de bénéficier des meilleurs soins de santé possibles et des services médicaux de qualité, article 24. Ainsi que des soins spéciaux, si nécessaire, par exemple lorsqu'il est porteur d'un handicap, article 23, ou bien s'il est malade. La Convention attend aussi des États qu'ils apportent d'autres soutiens aux familles pour leurs enfants, dès la petite enfance. On pense ici aux services en charge du bien-être des enfants, ainsi qu'aux services spécialisés en accueil préscolaire, comme les crèches par exemple, ou dans l'accompagnement ou le suivi en matière de santé. À ce propos, dans le cas des prestations, des aides doivent également être apportées aux enfants privés de leur milieu familial. Alors maintenant, quand une adoption doit être envisagée, des activités spécialisées doivent être mises en place. Ça, c'est l'article 20 et 21. Le droit à l'éducation est reconnu par la Convention pour tous les enfants, et ce, quel que soit leur état de santé ou leur handicap, article 23. Et quelle que soit aussi la situation de leur pays, même si l'État est en conflit armé. Et quelle que soit la légalité de leur séjour. Ce droit est l'un des plus connus par les enfants eux-mêmes. Un des objectifs de l'éducation, article 29, est précisément de connaître les droits de l'enfant, article 42. Contrairement, l'État a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, et donc d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement, y compris au-delà du niveau primaire, c'est-à-dire le secondaire, le supérieur, de manière à ce que ce type d'enseignement soit accessible à tous en fonction des capacités de chacun, article 28. L'article 17 parle des prestations relatives au nécessaire accès à une formation appropriée. Alors là, via les livres de jeunesse, les médias, etc. L'article 31 renvoie aux prestations, aux droits aux loisirs, puisque jouer et participer à des activités récréatives, culturelles et artistiques favorise aussi un bon développement de l'enfant. De même que la Convention prévoit des prestations d'ordre juridique lorsqu'un enfant est suspecté ou reconnu coupable d'avoir commis un délit. Et on utilise à ce propos le terme justice juvénile, qui est beaucoup plus approprié que le terme délinquance juvénile. Donc, quand il est convoqué par un juge pour être entendu dans une affaire le concernant, ou encore s'il doit accéder à un tribunal pour faire respecter ses droits, il faut bien sûr que la justice soit adaptée. Il faut qu'elle soit compréhensible, accueillante, disponible aux enfants et que le traitement soit individualisé. Article 40. Voilà donc pour la deuxième catégorie qui concerne les prestations. Nous allons voir maintenant la deuxième catégorie de droits qui sont afférents à la participation. Donc, il faut savoir que la Convention fait de l'enfant une personne qui a des droits au même titre que l'adulte. Dans le jargon juridique, on dit sujet de droit. C'est-à-dire qu'il a le droit de penser, donner son avis. Donc, le principe, c'est que la Convention part du principe que tous les enfants ont le droit de donner leur avis. C'est ce qu'on appelle le droit à la participation, dans l'article 12. C'est-à-dire, ici, ça suppose que tout enfant a le droit d'exprimer librement son avis sur toute question qui l'intéresse, quelle que ce soit dans sa famille, à l'école, en justice, concernant sa santé, dans un milieu politique. L'idée, c'est que la Convention défend l'idée qu'il ne doit aucun moment être sanctionné pour ce qu'il dit, même si
ce qui est énoncé ne plaît pas. On appelle ça la liberté d'expression, énoncée à l'article 13. D'autre part, l'enfant a droit à une liberté de pensée, de conscience et de religion, l'article 14, comme d'ailleurs pour les adultes. La Convention estime qu'il faut entendre ce que les enfants ont à dire sur des sujets qui les concernent directement. Par exemple, des sujets comme l'adoption, comme l'hébergement, suite à la séparation des parents, la question des placements. Donc, dès qu'ils sont capables de discernement, c'est-à-dire à partir du moment où ils peuvent mieux comprendre leurs responsabilités et les conséquences d'un choix qui est posé, ils doivent être écoutés. Ceci dit, cela ne va pas dire décider ou choisir. Cela signifie donner son avis et être entendu par des adultes qui sont tenus de prendre réellement en compte cet avis. Alors, ce discernement, il va varier bien sûr d'un enfant à l'autre en fonction de son âge, de sa maturité. Par ailleurs, un accompagnement spécifique est nécessaire pour que le recueil de la parole de l'enfant se fasse dans de bonnes conditions. Donc, il appartient aux adultes de favoriser la participation par des mesures éducatives permettant aux enfants d'exercer leur droit à la participation. Voilà donc pour, en gros, les différents droits qui sont prévus par la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant de 1989. Dans la séquence audio prochaine, nous allons traiter les protocoles facultatifs à cette convention. Dans cette séquence audio, nous allons traiter les protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l'enfant. Alors, la Convention, ce qu'il faut savoir, c'est que la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies de 1989 est complétée par 3 protocoles facultatifs qui concernent respectivement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et troisièmement, l'application d'enfants dans les conflits armés et l'établissement d'une procédure de présentation et communication, dépôt de plainte. Alors, les 2 premiers protocoles ont été adoptés en 2000 afin de renforcer la protection des enfants contre leur participation à des conflits armés et contre l'exploitation sexuelle. Et le 3e protocole, adopté en 2011, permet quant à lui à tout enfant de déposer une plainte devant le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, si bien sûr cet enfant estime qu'un de ses droits a été violé. Donc l'idée ici, c'est qu'il ne suffit pas que les protocoles sont importants parce qu'il ne suffit pas qu'un État ait ratifié la Convention et signé. Encore faut-il que l'État s'engage à respecter les dispositions de la Convention en rendant régulièrement des comptes tous les 5 ans minimum au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies sur la manière dont la Convention est appliquée par eux. Excusez-moi. Mamie.